On dit souvent qu'un Polonais, c'est un génie, que deux Polonais, c'est une dispute, et que trois Polonais, c'est une révolution. Ce vieil adage, qui sonne presque comme une caricature, a traversé les siècles pour décrire un peuple fier, individualiste et plein de paradoxes. Une nation capable du meilleur comme du pire, de la plus grande créativité et des divisions des plus féroces, mais qui, face au danger, peut se soulever comme un seul homme. Mais aujourd'hui, en 2025, alors que la Pologne est devenue une des économies les plus puissantes d'Europe et un acteur géopolitique majeur, cette mentalité a-t-elle encore sa place? Cet esprit rebelle, forgé dans le feu de l'histoire, est-il une force qui la pousse vers l'avant ou une malédiction qui la divise? Le secret de l'identité polonaise, ce n'est pas un simple cliché, c'est une formule complexe. Dans ce nouveau podcast du Double K, on va essayer de plonger au cœur de ce paradoxe pour comprendre si, au XXIe siècle, ce caractère unique est une bénédiction ou une malédiction. Restez avec nous parce qu'on va découvrir des choses sur la mentalité polonaise moderne qui pourraient bien vous surprendre et peut-être même remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. On va décortiquer ce proverbe en trois actes, trois facettes de l'âme polonaise. Première étape, le génie. Un Polonais, un génie. L'affirmation a de quoi faire sourire, elle peut même paraître arrogante pour certains, pourtant, elle ne sort pas de nulle part. Elle est enracinée dans une histoire où l'ingéniosité n'était pas un choix, mais une condition de survie. Pendant 123 ans, entre 1795 et 1918, la Pologne a tout simplement disparu des cartes, dépecée entre trois empires, la Russie, la Prusse et l'Autriche. Je vous laisse imaginer une seule seconde, votre pays n'existe plus, votre langue est réprimée, votre culture menacée. Dans ce contexte, la résistance n'est pas qu'une affaire d'armes, c'est une affaire d'esprit. Chaque poème écrit en secret, chaque cours de polonais donné dans une cave devient un acte de génie. Ce génie de la survie nous a donné des figures immenses. On va prendre par exemple le cas de Marie Skłodowska-Curie, une femme dans un monde d'hommes, issue d'un pays qui n'existait pas, qui a révolutionné la science et qui reste la seule personne à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 domaines distincts. Son génie n'était pas que dans sa tête, il était aussi dans sa persévérance face à des obstacles qu'on peine à imaginer. On peut aussi penser, par exemple, à Frédéric Chopin, dont la musique est devenue la voix d'une nation bâillonnée, un cri du cœur qui rappelait au monde que la Pologne, même effacée des cartes, était bien vivante. Mais ce génie n'est pas seulement celui des grands noms, il a infusé le quotidien à travers un concept quasi intraduisible, le kombinować. Littéralement, kombinować, c'est combiner, manigancer, mais le sens, il est bien plus profond. En France, on parlerait de système D, avec une petite pointe de méfiance, mais en Pologne, surtout sous l'ère communiste, kombinować était un art de vivre, une forme de résistance créative face à un système absurde. Pendant des décennies, le régime contrôlait tout, mais ne fournissait rien. Les pénuries étaient la norme. Obtenir de la viande, du papier toilette ou une pièce de rechange pour sa voiture relevait de l'exploit. C'est là que le kombinować devenait essentiel. Il fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un, savoir échanger un service contre un bien, savoir réparer l'irréparable avec 3 bouts de ficelle. Ce n'était pas de la triche, c'était de l'intelligence pratique, la victoire de l'individu sur un État aussi lourd qu'incompétent. Cet état d'esprit n'a pas disparu avec la chute du communisme en 1989, au contraire, il a été moteur du miracle polonais. Quand le mur de Berlin est tombé, la Pologne était en faillite, mais la fin des contraintes a libéré une énergie entrepreneuriale phénoménale. Les Polonais,
qui avaient passé 45 ans à Kombinovac pour survivre, ont utilisé ce même génie pour construire une économie de marché. Des millions de PME sont nés dans des garages avec 3 fois rien. Ces gens n'attendaient rien de personne, ils voyaient une opportunité et ils la saisissaient, avec la même débrouillardise qui leur avait permis de traverser les pires épreuves. Aujourd'hui, cet héritage est encore partout. La Pologne est la sixième économie de l'Union européenne. Depuis son adhésion en 2004, son PIB a tout simplement doublé et cet esprit d'innovation éclate aussi dans le secteur de la tech. La Pologne est une véritable start-up nation. C'est un Eldorado pour les développeurs et les créateurs. Le succès mondial de l'industrie du jeu vidéo avec des géants comme CD Projekt Red, les créateurs de The Witcher et Cyberpunk 2077, n'est d'ailleurs pas un hasard. C'est le fruit de cette culture qui valorise à la fois la créativité et la ténacité. Le génie polonais, aujourd'hui, c'est donc ça, un mélange unique de résilience historique, de débrouillardise et d'une ambition féroce, la capacité un petit peu à transformer les contraintes en opportunités. Cet individualisme est sans aucun doute l'un des plus grands atouts de la Pologne. Mais alors, que se passe-t-il quand on met deux de ces génies, deux de ces individus brillants et convaincus d'avoir raison dans la même pièce? Le dicton a une réponse sans appel et elle nous fait basculer dans une facette bien plus sombre de l'identité polonaise. Deux Polonais, une dispute. Si la première partie du dicton est un hommage à l'individu, la seconde pourrait être un avertissement. Et pour comprendre cette culture de la dispute, cette passion du débat qui vient si souvent à la discorde, il faut encore regarder l'histoire. On va remonter à la République des deux nations, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La Pologne était alors une démocratie nobiliaire, où le roi était élu, et au sein de son parlement, la Diète, régnait un principe aussi fascinant que terrible, le liberum veto, le veto libre pour certains. Ce principe permettait à un seul député de bloquer n'importe quelle loi et même de dissoudre l'Assemblée. Un seul homme pouvait dire non et paralyser tout le pays. L'idée était de protéger les libertés contre la tyrannie de la majorité. Le résultat a malheureusement été l'anarchie. Ce droit, souvent acheté par des puissances étrangères, a rendu le pays ingouvernable et l'a conduit au partage dont on a parlé. Le liberum veto est peut-être l'exemple le plus extrême de l'individualisme se transformant en poison. Cet héritage a donc laissé des traces. Aujourd'hui, cette culture de la dispute explose dans la sphère politique. La démocratie polonaise est incroyablement vivante, mais aussi férocement polarisée. Le débat politique n'est pas une simple discussion, c'est une guerre de tranchées idéologique où le compromis est vu comme une trahison. Évidemment, le grand clivage, il va opposer deux versions du pays. D'un côté, une vision conservatrice, nationaliste, souvent incarnée par le parti Droit et Justice, le PiS. De l'autre, une version plus libérale, pro-européenne, représentée par la plateforme civique de Donald Tusk. Et cette division ne s'arrête pas aux portes du Parlement. Elle déchire les familles. Le dîner du dimanche peut devenir un véritable champ de bataille aussi. On ne débat pas de politique fiscale, on s'affronte sur l'âme même de la Pologne. Faut-il défendre les valeurs traditionnelles contre une Europe jugée décadente, ou faut-il embrasser la modernité et une identité européenne pleine et entière? Chaque camp est persuadé de détenir la vérité. Cette polarisation est ensuite attisée par les médias qui sont eux-mêmes divisés en deux camps irréconciliables. Chaque camp a ses chaînes d'infos, ses journaux, ses influenceurs qui prêchent à des convaincus et diabolisent l'adversaire. Le dialogue devient presque impossible. On voit aussi une fracture entre les générations. Les plus âgés qui ont connu le communisme sont souvent plus traditionnels. Les jeunes qui ont grandi dans l'UE, qui voyagent et sont connectés au monde, sont bien
plus ouverts et libéraux, leurs discussions ressemblent parfois à un dialogue de sourds. Cette tendance à la dispute est le revers de la médaille du génie individuel. Le même esprit critique qui a permis de résister aux oppresseurs rend méfiant envers toute forme d'autorité. Alors, cette dispute est-elle une pure malédiction? Pas seulement, c'est aussi ce qu'on peut appeler un garde-fou. Cette incapacité à accepter une vision unique a peut-être sauvé la Pologne de dérives autoritaires plus graves. Chaque tentative de prise de contrôle sur la justice ou les médias a rencontré une opposition féroce et passionnée. La dispute devient alors une forme de vigilance citoyenne. C'est un paradoxe fascinant. La Pologne semble toujours au bord de la rupture, rongée par ses querelles. Et pourtant, quand la dispute va trop loin, quelque chose d'autre se produit. Le dicton nous le dit. Si vous ajoutez un troisième Polonais, vous n'avez plus une dispute, vous avez une révolution. Si cette analyse de l'âme polonaise vous parle et si vous souhaitez comprendre les forces qui animent les nations d'aujourd'hui, abonnez-vous. J'essaye de creuser sur le podcast du Double K de sujets que vous ne verrez pas ailleurs. Et dites-moi en commentaire, ce portrait de la culture de la dispute, vous le trouvez juste? Vous le reconnaissez dans d'autres pays? Votre avis est crucial. Maintenant, on va passer au troisième acte, le plus spectaculaire, la révolution. Trois Polonais, une révolution. C'est le moment où l'individualisme et la dispute fusionnent pour devenir une force collective irrésistible. L'histoire polonaise est une épopée de soulèvement, le récit d'un peuple qui a toujours refusé de baisser la tête. Le 19e siècle a été marqué par des insurrections héroïques et désespérées contre l'Empire russe, toutes écrasées dans le sang, mais chaque échec a renforcé le mythe du résistant qui se bat pour notre liberté et la vôtre, une devise qui montrait que leur combat était universel. Le XXe siècle a vu cet esprit atteindre un sommet tragique en août 1944. L'armée de l'intérieur polonaise a déclenché l'insurrection de Varsovie contre l'occupant nazi. Pendant 63 jours, des combattants, hommes, femmes et même des enfants, se sont battus rue par rue pour libérer leur capitale eux-mêmes. L'insurrection a malheureusement échoué, Varsovie fut rasée, mais cet esprit de refus absolu de la soumission est devenu un des piliers de l'identité polonaise. Et puis, il y a eu la révolution qui a réussi, celle qui a changé le monde. En août 1980, sur les chantiers navals de Gdansk, une grève éclate, menée par un électricien au nom de Lech Wałęsa. Mais cette fois, la grève s'étend. Intellectuels, artistes, paysans rejoignent les ouvriers. L'Église catholique, portée par le pape polonais Jean-Paul II, apporte alors son soutien. C'est la naissance de Solidarność, Solidarité, le premier syndicat libre du bloc communiste. En quelques mois, il compte 10 millions de membres. C'est une révolution pacifique, une société entière qui s'organise contre l'État. C'est l'incarnation parfaite de trois Polonais, une révolution. Des individus qui, encore la veille, se disputaient peut-être, se retrouvent unis pour un seul but, la liberté. Le régime a tenté de briser le mouvement avec la loi martiale en 1981, mais l'esprit a survécu. En 1989, c'est ce même mouvement qui a forcé le pouvoir à négocier et qui a déclenché la chute de tout bloc de l'Est. La chute du mur de Berlin a commencé à Gdansk. On pourrait croire que dans la Pologne de 2025, cet esprit révolutionnaire est endormi. C'est une grosse erreur. Il est toujours là, prêt à se réveiller, et il s'est réveillé plusieurs fois ces dernières années. L'exemple le plus marquant, c'est peut-être la grève des femmes, qu'on a appelée en Pologne le strajk kobiet. En 2020, après une décision de justice interdisant quasi totalement l'avortement, des centaines de milliers de personnes, surtout des femmes, sont descendues dans la rue, pas seulement à Varsovie, mais dans des centaines de villes et villages, même les plus conservateurs. Ce mouvement, il est un peu devenu une révolte plus large contre le gouvernement, contre l'influence de l'Église pour les droits
LGBTQ+, pour la démocratie, c'était un petit peu l'esprit de Solidarność avec un nouveau visage. La preuve que cette capacité à se mobiliser massivement est intacte, elle est puissante. Ces manifestations eut un impact politique énorme, contribuant à changer le débat public et à mobiliser l'opposition. De même, quand le gouvernement a menacé l'indépendance de la justice ou la liberté des médias, des manifestations massives ont éclaté pour les défendre. L'esprit révolutionnaire polonais du XXIe siècle, ce n'est plus celui des barricades, c'est une révolution de la société civile, la capacité à utiliser les réseaux sociaux pour s'organiser en quelques heures, c'est un système d'alerte démocratique ultra sensible. Dès que le pouvoir tire trop sur la corde, la révolution gronde. C'est donc l'assurance que, malgré ces divisions, la société polonaise ne se laissera jamais faire. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette formule? Un Polonais, un génie, deux Polonais, une dispute, trois Polonais, une révolution. Ce n'est pas un cliché, c'est le code source d'une nation. Le génie individuel est clairement une bénédiction, c'est le moteur du succès économique polonais, un mélange de résilience et de créativité qui est le plus grand capital du pays pour l'avenir. La dispute, quant à elle, est à double tranchant, c'est une malédiction quand elle paralyse le pays dans des guerres de tranchées politiques, mais c'est aussi une bénédiction déguisée, un vaccin contre l'apathie qui maintient la démocratie en alerte. La révolution, enfin, serait un petit peu cette forme d'ultime bénédiction. C'est la soupape de sécurité, la garantie que l'attachement à la liberté et à la dignité finira toujours par l'emporter sur les querelles. De Solidarność à la guerre des femmes, c'est cet esprit qui définit vraiment la Pologne. Alors, bénédiction ou malédiction, la vérité, c'est que c'est un paradoxe nécessaire. Les trois sont liés, sans l'individualisme du génie, pas de dispute passionnée, et sans cette dispute, pas de seuil d'indignation qui déclenche la révolution. La vraie question pour la Pologne est donc pas de choisir, mais de maîtriser sa propre formule, comment canaliser ce génie pour le bien commun, comment transformer la dispute en débat constructif et comment préserver l'esprit révolutionnaire comme le ciment de la démocratie et non comme une force de division. L'histoire de la Pologne est donc un petit peu une leçon pour nous tous. Le peuple n'est jamais un stéréotype, il est le produit d'un combat, d'un dialogue permanent avec lui-même. C'est peut-être ça, le véritable secret de l'identité polonaise. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez dans le monde d'aujourd'hui? Cet esprit rebelle est-il un atout ou un handicap? Je vous demande de partager votre opinion dans les commentaires. Le débat ne fait que commencer et je vous remercie de m'avoir suivi. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, miłego dnia, et à très bientôt sur le podcast du Double K de Zobaczenia.